Il est pas beau ce rosé qui coule là. Il est pas beau. Et nous sommes à Bandol. De retour à la maison. Ouah, que ça fait du bien. Et je suis avec ce monsieur. Et qui c'est ce monsieur? Bonjour monsieur. Bonjour Pierrot. Je suis Pierrot. Tu me dis bonjour. Bonjour Pierrot. Alors nous sommes avec Olivier. Olivier. Présente-toi Olivier. Qui es-tu? À part le serveur de rosé avec Pierrot aujourd'hui. Attends, on va trinquer, on va trinquer. Oh, tranquille. On va trinquer. Attends, je vais le lancer. Une glaçon. À la tienne, merci. Merci. Pierrot. Alors Olivier, il a découvert Pierrot depuis comment dire, son ordinateur de Bruxelles, de Belgique. Voilà. Donc j'allais te faire répéter parce que comment tu as dit depuis? depuis oui. Depuis, voilà. Donc on devine d'où il vient. Mais bon, j'ai raté la vanne. De Belgique. De Belgique. Voilà, de Belgique, j'ai rencontré Pierrot par l'intermédiaire de ses vidéos. Et donc voilà, comme j'étais de passage à Bandol, parce que aussi féru de voile, et donc envie de partager, j'ai appelé Pierrot. Et nous voilà. Et nous voilà. D'abord on a bu le café. Ça fait déjà 3 heures qu'on est ensemble. On a bu le café sur le Tabasco. Sur le Tabasco. Et puis après il m'a gentiment proposé de déjeuner un morceau ensemble. Parce que tu es propriétaire de voilier aussi, voilà, qui se trouve à Port-Grimont. Et qui est un Hanse 400 qui s'appelle Pelagos. Voilà. Et voilà. Hans. Alors nous, je crois qu'en France on dit Hans. Hans. Hans 400. Hans 400. La chance d'avoir un beau bateau comme ça. Ça fait pas très longtemps. Non, depuis le mois de mai l'année passée. Depuis le mois de mai. Voilà. Et tu viens de Belgique fréquemment pour... Voilà, on essaie de venir au moins une fois par mois pour faire un petit check-up du bateau, s'en occuper, apprendre des choses, prendre de l'expérience. Je vais gratter une petite jetine. Et donc voilà. Et c'est un grand plaisir de rencontrer Pierrot parce que bien sûr c'est toujours à travers ses vidéos. Et puis là, c'est Pierrot Tabasco en personne, donc on profite de son expérience, de tous ses voyages. Ouais, tu parles d'expérience. Oui, enfin bon, voilà. Avec beaucoup d'humilité, bien sûr. Et c'est beaucoup d'humilité. Tu me laisses parler un peu? Oui. Tu parles plus que moi. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est parce qu'après, ce qu'il va dire va me gêner. Donc je lui coupe la parole, pardon. Mais moi, ça me fait toujours plaisir de rencontrer les gens en général, mais plus encore les amoureux de voile. Et donc la rencontre, c'est bien évidemment les amoureux des vidéos, quoi. Bien sûr. Et donc c'est très plaisant. Merci à toi d'être passé me voir de si loin et d'avoir sacrifié du temps passé sur ton voilier pour faire connaître. Zéro sacrifice que plaisir de rencontrer Pierrot Tabasco. Allez, Merci, on va Pierrot. continuer à papoter entre nous. Merci. Petit café. Et petit café avec Olivier toujours, mais pas que Olivier. Donc, nous sommes arrivés de nouveaux amis. Donc, par ordre d'apparition à l'écran, on va faire comme si on ne s'était pas dit bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour. Moi, c'est Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Pierrot. Et ça, c'est qui? C'est Bella. Oh, un ouais. petit bichon. Que porte bien son nom, Bella. Et elle n'a pas fait la sieste, alors là, c'est l'heure de la Ben, sieste. viens, il y a une cabine dedans. Elle veut la cabine, la grande, la cabine en poids. Bonjour. Denis. Bonjour Enchanté, Denis. Enchanté Voilà. de la lande. Eh ben, Denis et Marie-Hélène. Marie-Hélène. J'ai du mal avec les prénoms. Oui. Ça, Denis Denis et Marie-Hélène sont passés faire un petit coucou à Tabasco. Tabasco. Pas moi, hein, mais pas de chance pour eux, j'étais là. Ah non, J'étais là, donc il fallait que... Nous, ils voir le fassent- couple. Donc on va se boire le Là, on petit fait café. Un petit bisou, mais comme ça. Hein. Ah, il faut lui faire le bisou à mon père. Moi, le gâté. Asseyez-vous. Asseyez-vous, on va se boire le café tranquillou. Et donc, Denis, vous avez un petit bateau Oui, un 29.2, c'est un Odyssée. qui se Voilà. trouve à... La Londe les Morts. Quel joli coin. Quel joli coin. Grand beau temps, sortie du port. Grand beau temps. Oh, la capitainerie. Aïe. Comme elle a pris cher. C'est Beyrouth, Bandol. Bon, c'est pas le vent qui va trop nous bousculer aujourd'hui, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'être sur l'eau. Il fait meilleur là qu'au Québec. Mais, go Absco. Et cette foire aux questions, on en reparle un peu de cette foire aux questions. Eh bien, j'ai tout listé, j'ai tout noté, et ça va s'orienter par thème.
ces questions. Il faut un peu s'organiser parce que si on ne s'organise pas, on n'y arrive pas. Alors, on profite d'être en nave et on va se faire ça sous voile. Par le thème l'équipement. Alors, il y a Magnifique Lulu qui me demande pourquoi pas de tangon. Ben, monnaie. Quand j'ai acheté le bateau, il n'y en avait pas. Il va falloir que j'en achète un, que je fasse l'installation. Et il faut à tout prix un tangon. Surtout pour tangonner le génois au portant. Voilà. Jardin de Casper qui me demande ton avis sur les avantages et les inconvénients du mono par rapport au kata. Et il y a Gérard Dironet qui me pose aussi un petit peu la même question. Alors, ce grand thème du kata ou du mono. Moi, pour la première fois, je naviguais sur un kata, un Lagoon 450, donc une belle bête, pour 120 000 nautiques et uniquement pour 120 000 nautiques, une nuit donc comprise sur ce beau kata. Ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu. Qu'est-ce qui ne m'a pas plu? Les sensations. Les sensations à la mer. Ces sensations que l'on éprouve sur un monocoque, un 45 pieds, pour comparer à peu près à dimension égale, sont formidables, quoi. Ce doux mouvement que l'on ressent, la mer, les vagues, la gîte, moi j'aime ça. C'est tout à fait personnel. Moi j'aime ça, je sens ça. Le soleil me gêne. Et je trouve ça délicieux, quoi. Et c'est bon. Sur un kata, on n'a pas du tout ces sensations-là. Ça a des mouvements complètement non assimilés pour moi. Voilà, c'est ça. Et un aspect technique, le réglage des voiles. J'avais l'impression sur ce catamaran de redevenir un néophyte. Je ne savais pas comment il fallait régler les voiles pour bien le faire marcher. Et c'est une toute autre conception du réglage de la voile. Bon, comme je ne devais pas y passer énormément de temps, une longue croisière ou quoi, j'ai pas fait non plus l'effort à fond d'assimiler toute la finalité de réglage, et ça demande du temps, tout ça, voilà. Donc ça, et c'est assez perturbant, quoi. C'est assez perturbant de voir par exemple son génois bien à place, à grande voile bordée, et puis de savoir qu'on est qu'à 80 degrés du vent, 70, de ne pas le sentir marcher comme il faut. Bon. Après, j'ai eu la chance de faire ça au portant, par belle mer et bon vent. Ah, ça marche fort. Ah, ça marche très très fort. Voilà. Et j'en reviens au mouvement un petit peu non assimilé, à savoir que le nouvel équipage, quand nous avons embarqué, mes 3 copains ont été malades, alors que nous venions de faire une transat. Voilà. Ils ont été nauséeux à bord de ce kata, parce que vraiment, c'est complètement changeant comme mouvement, et le comportement que l'on doit avoir à bord est complètement différent. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, j'ai porté le gilet la nuit, parce que le skipper nous l'imposait, et c'était très bien, parce que je n'avais pas du tout le même sentiment de sécurité sur le kata. Pourtant, c'est complètement anachronique, ce que je suis en train de dire, mais quand on montait en haut, à l'étage là, au barré, les points d'accroche, on est vraiment sur l'eau, ça monte raide, tout est surprenant. Alors je dis pas c'est mieux ou moins bien, hein. Enfin je dis pas c'est moins bien, mais moi perso c'était pas mon truc. Après la question est vite réglée, et c'est encore une question, c'est comme pour le tango, le budget, hein. Il y a des budgets qui peuvent se permettre des katas, c'est formidable. Bon, évidemment, le kata au mouillage, c'est formidable, c'est un vrai loft sur l'eau, ça ne bouge pas. Alors là, les mouvements sont beaucoup plus confortables que ceux du monocoque, il n'y a pas de roulis. Mais ça, bon, tout le monde le sait. Donc voilà un petit peu mes informations. Mais ça marche fort. Ah, ça marche fort en début de traversée. Donc j'ai fait Marie-Galante, Martinique. On marchait à 10, 11, 12 nœuds, mais on s'en rendait pas compte, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va vite. Et quand on avait l'impression de plus avancer, on était à 8 nœuds. Donc ça c'est très bien. Rémi Girardi me demande que penses-tu du catamaran, parce qu'il envisage de changer, d'acheter et d'acquérir un 52 pieds. Bon, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, personnellement. C'est très bien, c'est formidable. Le catamaran, il 52 pieds et voilà, il faut la bourse qui va avec. Pierre Sora qui me demande au sujet de mon code O. Alors moi c'est de mon code. Alors moi c'est un code, c'est un R code, parce que c'est pas un code D, c'est pas, ça dépend du fabricant. Voilà. Comme moi le fabricant est Profil Voile, il a appelé ça code R code, pardon. Donc il me demande quel emmagasineur j'ai choisi. C'est un CX15 de chez Selden, semble-t-il. Quel tissu pour la voile? Alors si c'est la voile du code, je ne sais pas. C'est un tissu à fin grammage comme il se doit sur les codes.
Combien d'heures l'ai-je utilisé sur ma croisière et quand je change de bord, comment est-ce que je procède? Je ne l'ai pas utilisé énormément, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un temps à code. Je devrais le mettre. Parce qu'il y a très très peu d'air, mais on avance, on va faire nos 3 nœuds là, sous pilote, tranquille. Mais même si je ne l'ai pas utilisé beaucoup d'heures, savoir qu'on l'a, c'est bien. C'est ludique, un code, c'est amusant. Parce que ça s'emploie dans les petits temps, donc c'est quand on se vautre un petit peu. Et là, j'envoie le code, et là on sent vraiment le tabasco qui, pouf, accélère, quoi. Et dans la tranche des 10-12 nœuds de vent un peu haute, là, qu'est-ce que ça accélère fort. Mais alors là, c'est formidable. Formidable. Donc même si on ne l'utilise pas souvent, qu'on a la chance de pouvoir s'en offrir un, bah, je pense qu'il ne faut pas hésiter, quoi. C'est sympa à établir, ça s'établit assez vite, c'est pas pénible, et le bateau décolle vraiment, quoi. Donc c'est pas le truc en croisière qui va... C'est pas pour de longues heures de navigation, et encore que, parce que il faut que l'angle du vent soit le bon pour pouvoir qu'il porte, enfin l'envoyer, quoi, qu'il porte vraiment ses fruits. Les virements de bord, c'est facile, hein, il faut enrouler et puis passer l'écoute. Enfin, il y a 2 écoutes, hein, l'enrouler et puis lâcher l'écoute qui était au vent, prendre celle qui est sous le vent et ainsi de suite, quoi. On ne peut pas virer de bord. J'ai vu certains le faire, mais en équipage. Et ce qui se passe, c'est que l'espace entre le génois, donc l'été, et le code qui est derrière, là-bas, qui est sur à l'avant, est très fin. Il y a 20 cm maximum. Dans ces 20 cm, il faut faire passer 80 mètres carrés de toile. C'est faisable, je l'ai vu faire sur le net. Mais c'est fin, hein, comme on a, c'est fin. Moi, je ne suis pas encore là. Et surtout pas en solitaire. Voilà, le voilier rouge me demande quel système utilises-tu pour faire la vidéo. Et Gachel 77, quel est ton matériel et technique vidéo? Bon, ça, je l'ai montré X fois. Moi, j'ai une GoPro et uniquement une GoPro. Il faut que j'achète le petit micro. Enfin, j'ai un micro aussi, mais je ne le mets pas parce qu'il faut un adaptateur. Et après, ça nuit à l'étanchéité de la GoPro. Donc, je n'ai pas de micro. Voilà. J'en avais acheté un pour un appareil photo. La technique vidéo, bon, je sais pas trop ce qu'entend Gachel 77 par la technique vidéo. Si c'est la façon de faire, bon, j'ai développé une petite façon de le faire depuis des années que je pratique. Bon, après ça c'est propre à chacun. Les montages, je les fais sur Mac avec le logiciel préinstallé iMovie et de base. Hein. On le voit, je n'apporte pas une grande sophistication au montage de mes vidéos. Sans vouloir employer de grands mots, moi la ligne éditoriale de mes vidéos est suivie, quoi. C'est la simplicité. Donc simplicité dans le montage, très peu de titres, pas beaucoup de texte, très peu de musique et pas de générique. Parenthèse, Valhalla le voilier rouge, coucou. J'encourage chacun à aller regarder les vidéos de Valhalla le voilier rouge. C'est une nouvelle chaîne qui est très bien faite, qui marche fort, qui débute très bien. C'est une dame qui habite à bord de son voilier et qui nous commente tout ça. Et elle le fait avec passion et c'est prometteur. C'est prometteur, elle le fait bien. Voilà. Bonjour à toi. La suite, équipement. Dominique Sabine, ton avis sur le Jenaker? Alors, je pense qu'il devait poser la question concernant le code. Et ton avis sur le code? Ben, je viens de le donner. Stéphane Pinon qui me demande d'expliquer l'affinage des voiles. Bon, ça serait assez long à expliquer comme ça. L'affinage des voiles, c'est des heures et des heures et des heures d'expertise, quoi, de démonstration. Donc, ça serait très long. Moi, je t'encourage à aller visionner la vidéo faite au cours de la Transat quand nous arrivons au marin et que nous prenons en compte le Copernic, l'Océanis 41, le voilier de Denis. Là, il y a Philippe qui vient à bord, qui était le préparateur entre guillemets du bateau et qui explique un petit peu, notamment concernant le génois, la grand voile, les hauts bancs, le haut bannage, la finesse, du réglage des voiles. Voilà. Là, ça serait trop long et trop saoulant, quoi. Déjà que c'est un peu saoulant ce style de vidéo là, de foire aux questions. Et pour conclure, moi je suis pas un champion du monde de l'affinage. Voilà. C'est un métier, ça, de savoir régler. Pour régler une grande voile, il semble pas, mais il faut être d'une précision et connaître le truc. Et moi, j'avoue, je suis pas non plus un grand technicien.
Fabrice Charvet me demande à quelle vitesse de vent prends-tu un ou deux riz? Est-ce que c'est pour le confort, pour préserver la garde-robe, le mât ou un peu tout? Bon, principalement quand je prends un riz ou deux riz, c'est parce que le vent monte, le vent est fort et ça représente un risque potentiel. Un risque pour le matériel. Alors, c'est assez variable, mais il y a aussi une fourchette. Pour prendre le premier riz, c'est à partir de 20 nœuds, entre 20 et 22 nœuds, donc c'est sur Tabasco, la grand voile fait 32 mètres carrés, 30 mètres carrés, 31. On sent que la barre devient dure, que le bateau devient ardent, c'est-à-dire qu'il a tendance à lofer, à vouloir aller dans le lit du vent. Et la barre est dure, donc là, de fortes contraintes s'imposent au bateau, et c'est pas bon. Et donc il faut soulager le bateau, et donc on prend un riz. Et là de suite, on se rend compte que la vitesse, parce qu'on est souvent omnibulé par la vitesse, on est à 7 nœuds avec 21 nœuds de vent et tout dessus, et on est à 7 nœuds, si je prends un riz, ben, je vais aller moins vite, et faux, légèrement, mais dans un confort accru et dans une sécurité garantie. Donc on est dans 21 nœuds, on prend un riz, on passe de 7 nœuds quand on est allé, on va dire à 50 degrés du vent, au pré, mais pas, on ne va pas parler d'un pré serré, un pré bon plein, et de 7 nœuds on va passer à 6 nœuds 5, 6 nœuds 2, et alors, mais on est en sécurité. Et pour le riz 2, donc le deuxième riz quoi, eh ben alors là c'est au feeling, mais là après c'est à 26, 27 nœuds, voilà. Après je vais pas dire c'est à 35, à 40 nœuds. Perso, j'ai rarement navigué à 35 nœuds de vent au pré, enfin à des allures de pré. Au portant, ça le fait. À des allures de pré sur Tabasco, j'évite. Donc j'ai pris 2 riz au portant aussi. Regardons la vidéo de départ en Tunisie l'an dernier dans les Bouches de Bonifacio. Il y a des claques à un moment, je suis au portant, mais je suis obligé de prendre le deuxième riz, parce que le bateau est difficilement tenable avec un seul riz. Donc là, ça a été à 30 nœuds. 30 nœuds au portant, j'ai dû prendre un deuxième riz, voilà. Et réduire considérablement la surface de la voile. Mais évidemment, ça préserve, mais en même temps, ça préserve le matériel, bien évidemment. Et ça, moi, j'ai fait très attention, parce que tout ça, c'est de l'argent. Et l'argent, il ne tombe pas comme ça à chaque orage. Donc on fait attention. Moi j'essaie de préserver le matériel au Tabasco. Il faut qu'il aille très loin. J'ai pas fait le vision projet. Et très longtemps, tous les deux. Donc le fait de réduire, et voilà, effectivement. On réduit aussi souvent la nuit, en navigation, en traversée, puisque la nuit c'est pour faire des traversées le plus souvent. Quand on n'est pas sûr que le vent est à 18 nœuds, qu'il est annoncé un peu qu'il va se renforcer ou quoi, même à 18 nœuds, hop, pour aborder une nuit, on prend un riz, par sécurité. Voilà. Lors d'écart pendant la nuit, si vraiment ça reste mollasson, on peut le relâcher. Le matin, on le lâche, le riz, mais la nuit, on l'a, c'est sécure. L'équipement, un peu plus. Alors les voiles, on a fait, la navigation, on a fait. L'énergie à bord, Jean-Michel Oupiez me demande comment gères-tu, pratiques-tu la gestion de ton énergie à bord? C'est très simple, sur Tabasco, il y a des panneaux solaires sur le portique, 2 panneaux de 130 watts chacun, ce qui nous fait au pic 19 ampères heure, mais à midi quand ça bastonne tout ça, mais en moyenne ça doit faire on va dire du 12-13 ampères heure. C'est amplement suffisant pour ce bateau où il y a très peu d'électronique, très peu. Mais il y a ce qui rentre et il y a ce qu'on stocke surtout, et la façon dont on le stocke. Sur Tabasco, je pêche par manque de capacité de stockage. 2 batteries de 115 ampères pour les batteries service, c'est insuffisant. Même si on n'a pas beaucoup d'instruments, d'électronique, je suis obligé souvent de couper le frigo pour les nuits en navigation, je parle pour les nuits en navigation. Et souvent, en milieu, fin de nuit, la consommation du pilote qui est très intense me vide les batteries. Et ça, on l'a vu dans mes traversées en revenant de Grèce, notamment de Tunisie avant, c'est un problème. Donc il faut absolument que pour résoudre ce problème, j'augmente mon parc de batterie. Ce qu'il rentre, l'énergie, les panneaux solaires, l'énergie acquise, c'est suffisant, mais le stockage, non. Et ce problème d'énergie à bord, il se pose sur tous les voiliers.
J'ai pu voir ça en analysant les différentes avaries, problèmes et tout ça qu'ont eu l'ensemble des bateaux qui ont participé à la Transat. Et ça revenait souvent sur le problème d'énergie à bord. Certains bateaux ont 5 batteries, mais ils ont le congélateur, la machine. Alors ils ont aussi des problèmes. Et ainsi de suite. Bernard Ruiz, toi tu m'as fait rire. Parce que lui, il me demande tout simplement la marque du pétard qui m'a explosé le chapeau de paille. Ça m'a fait bien marrer. Les champions du monde. Eric M me demande qu'as-tu pensé de l'Océanis 41 et aussi pourquoi avoir changé de bateau pendant la Transat. Je vais commencer par la seconde question. Pourquoi avoir changé de bateau pendant la Transat? Pour des convenances personnelles. Voilà. Je ne souhaite pas en dire plus. Qu'ai-je pensé de l'Océanis 41? Alors là j'en ai à dire. Là j'en ai à dire. Et ça me fait mal au cœur. Jusque-là, mon Tabasco, c'était le plus beau, le meilleur, le tout ça des bateaux. Et j'en ai fait quelques-uns de bateaux. Mais vraiment, je revenais sur mon Tabasco toujours content et tout. Ce fut le cas aussi, je suis revenu. Mais j'ai beaucoup apprécié l'Océanis 41. Waouh! J'ai trouvé que c'était un super bateau. Le compromis parfait entre espace, volume, on va parler de l'habitabilité, quoi. Et taille. C'est formidable. Il semble tout petit, à peine plus grand que le Tabasco, mais offrir un volume, une habitabilité intérieure, un cockpit immense. Bon, il est bien plus grand quand même. Ce Tabasco fait 3,65 m au mètre au beau, et l'Océanis 41, je sais pas, il doit bien faire ses 4,20 m quand même. Donc c'est énorme comme différence, mais on a l'impression de ne pas le sentir. Pour ce volume, cette taille qui n'est pas immense, quoi, il se manie mais aussi facilement que le Tabasco. C'est un gros jouet. Sous voile, il marche très bien. Très bien, c'est un bon bateau, sécure. Copernic, le bateau de Denis, que j'embrasse très fort ici, il le sait, je peux le dire, ses voiles, c'était des tripasses. Et donc, il en pâtissait, le pauvre Copernic. Mais le jour où Denis, tu vas me changer ses voiles, ça va être. Mais c'est un bateau formidable. Moi, j'ai vraiment été sous le charme de ce bateau. Voilà. Si je devais changer le Tabasco, quand je suis revenu là, il m'a paru tout petit, mais tout petit le Tabasco. Ça y est, je suis en train de reprendre bien ses côtes ou quoi, et c'est formidable le Tabasco. Et puis voilà, et puis il ne faut pas que je rêve au 41 parce qu'il y a la place de port que j'ai pas et le budget non plus. Donc on arrête de rêver, on reste sur Tabasco et c'est le plus beau des bateaux. Il y a des Gepetto 42 qui me pose une question intéressante. Faut-il passer par une école de voile pour faire une traversée ou apprendre sur le tas? Ou faut-il apprendre sur le tas? Pour répondre, tout est bon. Tout est bon. Moi, je pense que passer par une école de voile, en petite heure, c'est très bien. Là, on apprend les basiques, on est dans un cadre un petit peu scolaire, le gilet, on passe à tous les postes, on voit le truc. On le fait, on pratique en école de voile. Quand on se sent apte, eh bien on loue. Deuxième étape. Non, la deuxième étape, c'est pas ça. Première étape, école de voile. Deuxième étape, on part faire une petite nave d'une semaine ou plus avec un propriétaire. Il faut choisir et bien choisir le propriétaire. Et là, le propriétaire, il va donner ses propres conseils sur la croisière, la vie à bord, sur sa façon qu'il a de pratiquer la croisière, les mouillages, et une vision un peu plus souple peut-être que l'école de voile. Voilà. Deuxième. Quand on a pratiqué selon ces deux méthodes, là on se dit tiens, maintenant je me sens d'acheter. Qui achète à tous les stades. Mais pourquoi pas commencer par louer et pour voir avec un copain, une amie, son épouse, en location, en se sentant le responsable du cours. Et on y va. Et là on se rend compte, on a assimilé toutes les notions essentielles, on ne saura jamais tout. On en apprend tous les jours, mais ces notions-là, elles sont assimilées, on se sent en confiance. On a loué, on reloue, ou alors après on peut penser à l'acquisition. Voilà les quatre étapes, qui pour moi me semblent logiques dans l'apprentissage de toutes les choses qu'il faut savoir, toutes les techniques, toutes les pratiques qu'il faut savoir quand on est ensuite propriétaire de son propre voile. Pascal Maga me demande mon anti-fouling. Comment mon anti-fouling? Voilà, mon anti-fouling, l'anti-fouling semi-érodable, il s'est bien beaucoup érodé. J'ai très souvent cet été frotté la coque des petites mousses qu'il avait dessus et ça a fait partir à fond l'anti-fouling. Là il n'y en a pratiquement plus et là j'ai beaucoup de mousse. Là on doit être à 2 nœuds, alors normalement je serai à 3 nœuds et Dieu sait que ça ralentit. Alors on s'en rend surtout compte au moteur parce qu'au moteur on sait qu'à 1800 tours normalement on est à 5 nœuds et quand là on n'est plus qu'à 4,
Et quand je suis rentré à Transat et qu'il y avait toute cette mousse et que j'ai pratiqué donc au moteur à 1800 tours et que j'étais plus qu'à canon, je dis un problème. Il a un problème le moteur. Alors, comme je psychote toujours sur ce moteur là, et en fait il n'y avait pas de problème, c'est la mousse dessous. Qu'est-ce que ça freine. Donc carénage dans 10 jours. S'il y a des volontaires pour filer un coup de main. En 3 jours il faut tout faire.